L'histoire du chemin du portage, une épopée. Pendant 3 étés, vêtu en Jean-Baptiste Long, j'ai raconté à près de 600 auditeurs l'histoire du chemin du portage et celle des voyageurs qui l'ont emprunté. Pourquoi Jean-Baptiste Long? Les Longs ont laissé leur marque dans le chemin du portage. Cette carte de Joseph Bouchette, éditée à Londres en 1815, nous montre le chemin du portage qui a une importance capitale à cette époque. Et le nom de la famille Long y apparaît, aux abords du lac Témiscouata. De plus, dans un recensement effectué au Madawaska en 1828, on retrouve sous le nom de Jean-Baptiste Long une courte note biographique. On y mentionne entre autres que depuis qu'il est assez vieux, il a traversé à maintes reprises le Grand Portage, le Grand Portage, donc il le connaissait bien. Mon récit nous faisait remonter en 1843. Jean-Baptiste arrive de Saint-Basile où vit sa sœur Constance. Saint-Basile près de Petit-Saut, ancienne bourgade malicite où se trouve une petite cascade, d'où le nom Petit-Saut. L'endroit a pris le nom d'Edmundston en 1851, après la visite du lieutenant-gouverneur de la province, Sir Edmund Walker Head. Jean-Baptiste se rend à Cacouna pour visiter son frère Michel. Près de la montagne à Tigean-Paradis, son cheval Black a perdu un fer. Malgré tout l'argent qu'on y a dépensé, elle demeure toujours aussi mauvaise, cette route du gouverneur Haldimand, toujours aussi mal entretenue. Jean-Baptiste Long est né à l'Île-Verte et a été baptisé tout près d'ici à Saint-André de Kamouraska, en l'an de grâce 1800. Son père s'appelait Philippe Long. Il était cultivateur pour nourrir sa famille et courrier du roi. Il a vécu quelque temps ici sur le bord du fleuve, près de l'entrée du chemin du portage. Leur maison servait de relais de la poste. C'est lui aussi qui a remplacé en 1788 David Higginbottom comme courrier entre Québec et Fredericton. En 1809, Jean-Baptiste avait alors 9 ans quand toute la famille alla s'installer aux abords du lac Témiscouata, à l'entrée sud du portage cette fois-là. Le ministère des Postes du Bas-Canada tenait mordicus à ce relais entre Québec et Fredericton. Philippe Long a repris à la tête du lac la terre d'Higginbottom, le courrier qu'il avait remplacé, et qu'on appelait simplement Bottom. Voici la carte de George Sproul de 1787. La maison d'Higginbottom, qui fut le premier habitant non autochtone du Témiscouata, y est expressément mentionné sur cette carte. C'est à cet endroit que le père de Jean-Baptiste a bâti une ferme que la famille va habiter pendant 19 ans. À la ferme Long, on héberge souvent des voyageurs du chemin du portage. Parfois, il s'agissait de personnages importants. L'arpenteur général Joseph Bouchette y a séjourné. Ce monsieur Bouchette a fait un dessin de leur ferme. Ce croquis fut repris à Londres pour en faire une peinture. On y voit le chemin du portage arrivant entre les bâtiments. De mai à décembre, Jean-Baptiste, son jeune frère Emmanuel et son beau-frère Pierre, le premier mari de Constance, qu'on appelait aussi le matelot, transportaient les voyageurs sur le lac Témiscouata. Qu'ils soient missionnaires ou commerçants, militaires ou courriers, ces passants descendaient ensuite la rivière Madawaska pour rejoindre le fleuve Saint-Jean et se rendre en Acadie, souvent même jusqu'à Halifax. Comme nous l'avons vu, les Longs habitaient à l'extrémité sud de cet important passage qui ne va s'améliorer que très progressivement au cours des siècles pour devenir la route moderne que nous connaissons aujourd'hui. Revoyons les premiers tracés de cet accès stratégique à l'aide de cette carte, réalisée par Ruralis et retrouvée dans une étude commandée par le ministère des Transports avant le début de la construction de l'autoroute 85 en 2003. Nous avons d'abord le tracé du chemin du portage dans lequel on passait successivement, parfois en suivant un tracé légèrement différent, le sentier de Charles-Aubert de Lachenay, le portage de Témiscouata ou chemin des Français et la route d'Haldimand. Ce tracé va du fleuve Saint-Laurent à la tête du lac Témiscouata. Par la suite,
Cet accès fut entièrement reconstruit en 1839 et 1840 par des entrepreneurs, mais aussi par les soldats lors du conflit de l'Aroostook. Il suit approximativement le tracé du chemin du portage jusqu'au lac Témiscouata, qu'il longe ensuite vers le sud et non loin de l'endroit qui sera appelé plus tard Notre-Dame-du-Lac, il s'éloigne du lac Témiscouata pour se rendre jusqu'à Desgelées, rebaptisé Desjolies en 1967. Ce nouvel ouvrage sera connu plus tard sous le nom de Vieux Chemin. Le chemin neuf fut officiellement aménagé de 1856 à 1862, bien que des travaux furent déjà entrepris à ses deux extrémités dès 1840. Il part maintenant de Rivière-du-Loup pour rejoindre le Vieux Chemin, un peu avant le pont qui enjambe la rivière Verte, au seul endroit facilement franchissable à cette époque. La rivière Verte coule dans un canyon plutôt large, se rétrécissant précisément à cet endroit. Ce dernier chemin se superpose au Vieux Chemin jusqu'au pont de la rivière Saint-François, avant d'emprunter un trajet plus au sud pour atteindre le lac Témiscouata. Il se prolonge dans les traces du Vieux Chemin jusqu'à hauteur de Notre-Dame-du-Lac pour se rapprocher du lac Témiscouata avant de rejoindre Desgelées ou Desjolies. Il se rend alors jusqu'à Edmundston par un chemin de halage dégagé sur la rive droite de la rivière Madawaska. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre et la France sont souvent en guerre. De chaque côté de la Manche, c'est pratiquement leur sport national, mais ce sont les colonies qui en paient le plus souvent le prix. Il y a eu la guerre de succession d'Espagne, de 1701 à 1714, la guerre de succession d'Autriche, de 1740 à 1748, et la guerre de la conquête ou guerre de 7 ans, de 1756 à 1763. Pour la France, un joueur majeur du Nouveau Monde d'Amérique, d'avant la conquête, il était essentiel de garder la communication ouverte entre Québec et les colonies de la côte atlantique où vivent les Acadiens, car il fallait leur porter secours en cas de besoin, même quand le fleuve et les rivières sont gelés. Alors qu'il était relativement sans importance pour les sauvages, un lien utilisable à l'année était vital pour les Français. J'utilise la dénomination sauvage parce qu'à cette époque, le nom sauvage n'avait rien de péjoratif. Ce nominatif dérive du latin silva et signifie simplement homme de la forêt. Avant la construction d'un premier lien terrestre par les Européens, les premiers habitants du territoire empruntaient plusieurs sentiers, et semble-t-il de préférence celui qui reliait la tête du lac Témiscouata à la rivière du Loup. On retrouve mention de ce lien terrestre sur une carte publiée vers 1760 dont les auteurs seraient Montrésor et Peach, et sur celle de Joseph Peach, réalisée en 1762. Toutefois, les Autochtones, les Malicites, de fameux pagailleurs, préféraient de beaucoup les cours d'eau, les routes liquides, comme ils disaient. Ils les utilisaient aussitôt que le niveau des rivières leur permettait. Dans leur déplacement entre le Saint-Laurent et le lac Témiscouata, ils empruntaient plus volontiers les rivières Trois-Pistoles et Asbériche, en passant par les Sellacs, ou encore, ils remontaient la Trois-Pistoles et la Bois-Bouscache, passaient par le petit lac Saint-Jean et le lac des Aigles pour redescendre la rivière Toladie jusqu'au lac Témiscouata. Ils pouvaient également rejoindre le fleuve Saint-Jean en descendant la rivière Saint-François qui traverse le lac Ourangabena, notre lac Pouénégamook actuel, comme l'a fait jadis Monseigneur de Saint-Vallier. 70 ans avant la construction de la première route commandée par l'intendant Gilles Hocquart, les hommes de Charles-Aubert de Lachenay avaient déjà dégagé un premier sentier allant du fleuve Saint-Laurent au lac Témiscouata. Toutefois, les spécialistes de l'histoire sont peu bavards sur la façon dont fut construit ce premier lien que Nive Voisine nommera le portage de Témiscouata, mais qu'on appellera aussi le chemin des Français. Le premier tronçon de ce chemin sera connu sous le nom de chemin du lac, parce qu'il s'agissait jusqu'en 1840 du seul lien terrestre rejoignant le lac Témiscouata, à l'exception du sentier que l'histoire retiendra sous le nom de la route des Sauvages.
Après l'ascension de la côte qui borde le fleuve, les hommes, probablement des miliciens, chargés de défricher cette route, suivent à peu près le sentier déjà établi. Sur le plateau où coule la rivière du Loup, ils franchissent d'abord une grande cédrière. Après la traversée de la rivière du Loup et de la rivière Verte, ils entrent dans des terres très marécageuses. La ligne de séparation des eaux les oblige. Il leur faut ensuite traverser un long territoire, très montagneux, avant d'arriver enfin à ce fameux lac. Il en résulte donc un chemin très difficile. Voici la description de ce portage que nous traduisons, inscrite sur une carte réalisée vers 1760 et dont l'auteur ou les auteurs sont incertains. Selon ce texte, ce portage, qui a été réalisé il y a environ 14 ans, est la plupart du temps impraticable pour les chevaux en été. Mais en hiver, les Français utilisent des traîneaux pour transporter des provisions à un magasin au lac Témiscouata où les Indiens et les Acadiens s'approvisionnent selon leurs besoins. Donc, ce premier chemin permet le transport des marchandises en hiver, par traîneau ou toboggan, parfois tirés par des chiens, et par de rares charrettes l'été ou simplement sur des ménoires sur lesquels on empile ou on entasse les marchandises. Ce chemin n'était pas réellement carrossable, surtout avant la réfection commandée par l'intendant François Bigot en 1749, d'où le nom aussi de chemin de Bigot. En plus des missionnaires, des trappeurs et des marchands de fourrure, plusieurs expéditions militaires de la Nouvelle-France, à l'exemple de celle de Ramsay et de Beaujeu en 1747, empruntent cette première route, car pendant cette période, les Anglais guerroyaient fort dans les colonies de la côte atlantique. En 1755 d'ailleurs, prélude à la guerre de 7 ans, ça va très mal en Acadie. Le fort Beauséjour tombe aux mains des Britanniques, les conquérants anglais s'emparent des terres, et l'un des groupes les plus importants à traverser le chemin du portage est celui des Acadiens, fuyant la déportation. Passant par le portage de Témiscouata, un bon nombre d'entre eux vont s'installer dans la région du Bas-Saint-Laurent, comme les Saint-Don, Landry, Bergeron et bien d'autres. Après la chute de Québec en 1759, un mouvement de retour de ces familles s'amorce dans le sens inverse, c'est-à-dire du Bas-Canada vers l'Acadie. Ils seront plus de 200 à retourner chez eux, toujours par la même route, celle aménagée par les Français en 1746. Les nouveaux maîtres, les Anglais, ne perçoivent pas tout de suite l'importance de cette route comme lien interrégional. Seul passage en hiver, le parcours est encore plus négligé. Ce n'est qu'en 1775, soit 20 ans plus tard, alors qu'éclate la guerre d'indépendance américaine, que les Anglais prendront conscience de l'intérêt de notre route, à la fois pour faciliter les communications et pour aider à la défense du territoire.